Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonsoir ou encore bonjour, nous sommes le mercredi 2 juillet l'an 2025. Bienvenue chers aimables auditeurs et auditrices au journal de la RPA parlé en langue française et dont voici les titres. Gitega maintient sa pratique de trafic humain avec les pays arabes. Au moins 17 000 Burundais auraient été officiellement envoyés dans ces pays arabes comme travailleurs dans le cadre d'un accord bilatéral d'échange de main-d'œuvre. L'investigateur Bob Rugurika regrette la démarche du gouvernement CNDD-FDD de vouloir faire reconnaître un génocide de l'ethnie Hutu en 1972. Dans le mini-magazine au cœur de la société, nous reviendrons sur la non-reconnaissance du parti CNDD-FDD par rapport à la représentation du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Et c'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire. D'abord, certaines personnes accusées d'avoir tué des habitants de la commune Nyabilava, les accusants de sorcellerie ont été arrêtés par la police de cette commune Nyabilava. Nous sommes en province Bujumbura et ont passé leur première nuit en détention. Ces arrestations font suite à la mort de 6 personnes tuées pour sorcellerie. D'autres, qui figuraient sur les listes des personnes menacées de mort, ont dû fuir. Les détails avec Balthazar Mibou. Les noms des 6 habitants brutalement assassinés et battus, certains brûlés dans la ville de Gassarara, zone Nyabibondo, ont été révélés à la RPA. Emmanuel, Benessius, Venassi, Anosia, Ndagwaviye et Stéphanie. Tous ont été tués par des jeunes Imbonerakure qui les accusaient d'être des sorciers. Selon nos sources, ce mardi, le ministre de l'Intérieur Martin Ninérete s'est rendu sur les lieux du massacre. Il a immédiatement ordonné l'arrestation des responsables de ce carnage, dont le chef de jeunes Imbonerakure de Gassarara, ainsi que certains responsables administratifs. Ndaikengurukiye Élisée a été arrêté, ainsi que d'autres jeunes Imbonerakure qui étaient avec lui, en plus du chef de colline et du chef de zone de cette localité. Au total, environ 14 personnes ont été arrêtées et d'autres auteurs de ces actes criminels sont toujours recherchés. Les sources de la RPA dans la ville de Gassarara indiquent que les personnes arrêtées ont été conduites en détention dans les localités de la commune Nyabilava. Toutefois, d'autres jeunes Imbonerakure, toujours recherchés, ont pris la fuite. Le ministre Martin Ninérete a également ordonné la mise en place d'une position des forces de l'ordre sur le site du massacre. Ils y ont immédiatement installé une position militaire afin d'assurer la sécurité et de faciliter l'enquête. Les familles des victimes ainsi que des habitants demandent justice et souhaitent que les auteurs de ce crime soient punis. La RPA a tenté de joindre Michel Barakana, administrateur de la commune Nyabilava, afin de recueillir ses propos, mais n'a pas réussi à le joindre. Merci à Balthazar Miburo. Des sanctions sévères seront prises à l'endroit des individus qui prennent prétexte les pratiques occultes pour persécuter la vie des autres. Déclaration ce mardi du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, lors des cérémonies de la célébration de la 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le numéro 1 burundais a appelé aux autorités administratives et celles de la police judiciaire de stopper ce problème qui montre que ceux qui commettent de tels actes sont inhumains. Suivez Evariste Ndayishimiye. Pour les administratifs et les forces de l'ordre, surtout ceux de la police judiciaire, il y a des comportements qui surgissent. Maintenant, il y a des gens qui prennent des prétextes liés aux fétiches pour persécuter la vie des autres. Levez-vous, enseignez-le. Cela démontre un cœur inhumain. Ils sont hantés par un démon. Prendre prétexte des pratiques occultes pour persécuter la vie des autres
Nous allons forcément lutter contre cela. Ce que prétexte avec les fétiches, c'est cela si vous voulez. C'était Évariste Ndayishimiye, le numéro 1 d'Ogitega. La rédaction de la RPA a répertorié 6 cas de personnes assassinées en province Ruyigi depuis le début de cette année 2025. Parmi ces victimes, 4 sont des femmes. N'est-ce pas, Emmanuel Ndayishimiye? Parmi les personnes tuées répertoriées par la RPA depuis le début de cette année dans la province Ruyigi, 2 ont été documentées au cours du mois de mai. Il s'agit de 2 vieilles femmes, la nommée scolastique Chitegetse, âgée de 68 ans, et Judith Gakobwa, âgée de 74 ans. Elles ont été tuées par 3 Imbonerakure du nom de Patrice Ndorichima, Fabrice Ndayishimiye et Philbert Ndayizeye. Elles ont été sorties de leur domicile par force ligotées et les ont amenées au centre de négoce de Massacre sur la colline Rugongo où elles ont battu à mort à coups de gourdin. Toutes les 2 ont été accusées de sorcellerie. Au cours du mois de mars dernier, la RPA a pu répertorier une personne tuée dans cette même province de Ruyigi. Il s'agit d'un réfugié congolais prénommé Innocent, âgé de 30 ans. Son corps a été découvert à son domicile dans le camp habitat ces réfugiés congolais situé à Nyanganda en commune Butezi. Des sources à Butezi indiquent que la victime a été étranglée par des gens non encore identifiés. Au cours du mois de février dernier, la RPA a également répertorié une personne tuée dans la même province de Ruyigi. C'est une jeune fille dont le corps a été retrouvé à Kireka, dans la rivière Lugouzier, en commune de Gisuru. Des sources à Gisuru font savoir que la victime était enceinte et qu'elle aurait été étranglée ailleurs puis jetée dans cette rivière. 2 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Au mois de janvier, la RPA avait aussi répertorié 2 personnes tuées dans cette province. C'est une femme qui n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert sur la colline Ngarama en commune de Ruyigi. Nos sources à Ruyigi indiquent que son corps était embarré dans un sac et était dans un état de décomposition. La deuxième personne tuée au cours de ce mois de janvier est un homme qui a été tué par la population lorsqu'il tentait de voler une bicyclette au marché de la colline Baché en commune Butaganzwa. Les administratifs ont demandé à la population de ne pas se faire justice. Merci à Emmanuel Ndayishimiye. Au moins 17 000 Burundais auraient été officiellement envoyés dans les pays arabes comme travailleurs dans le cadre d'un accord bilatéral d'échange de main-d'œuvre. Parmi eux, plus de 500 ont dû retourner au pays fuyant les conditions déplorables de leur travail, tandis que d'autres y ont laissé la vie. C'est du moins le contenu d'un article publié le 23 juin de cette année par 3 médias. Un article qui dénonce une autre forme de traite de personnes. Josiane Mouzaneza a décortiqué pour nous son reportage. En 2021, le Burundi et l'Arabie Saoudite ont signé un accord bilatéral censé encadrer les Burundais envoyés dans ce pays arabe pour y travailler, un fait considéré comme une aubaine par la majorité de jeunes Burundais et des femmes au foyer qui n'arrivaient pas à trouver un emploi afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Tout le monde voulait quitter la misère dans laquelle ils croupissaient et pensait trouver une herbe plus verte en Arabie Saoudite. Et pour cause, sur papier, on leur faisait miroiter des merveilles, mais une fois sur terrain, ces Burundais se sont vite aperçus que ce n'était que des mirages. En effet, selon des enquêtes menées par Ukweli Coalition Media Hub, une plateforme d'investigation spécialisée sur les Grands Lacs, en partenariat avec Afrique 21 et Africa Uncensored, la plupart de ces travailleurs, surtout les femmes et jeunes filles, se font exploiter et malmener par leurs employeurs, une fois en Arabie Saoudite. Pour appuyer leur dire, ces journaux donnent quelques cas illustratifs de ceux qui ont vécu l'enfer. C'est notamment le cas d'une jeune fille de 24 ans décédée 4 mois seulement après avoir foulé le sol saoudien. Coupée de toute communication extérieure, la fille en question a fini par être enterrée en Arabie Saoudite, faute de moyens de rapatrier son corps. Quant à la famille, elle n'a appris le décès du leur que via les réseaux sociaux. Ces maltraitances sont confirmées par la FENADEB, qui est une fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Selon cet article, cette organisation qui s'occupe aussi de la traite d'êtres humains depuis plusieurs années jure avoir enregistré 66 cas de personnes présumées victimes de la traite des personnes. Parmi ces 66, 37 sont des filles en provenance de l'Arabie Saoudite
8 de l'Oman, 3 du Koweït et 3 du Kenya. Le point commun à toutes ces filles, c'est d'avoir été confrontées à plusieurs formes de violence, ce qui leur a laissé des blessures graves et des séquelles psychologiques, lit-on toujours dans le même article. Et pendant qu'elles se faisaient agresser, certains ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, se remplissaient les poches. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à Josiane Mouzaneda. Une courte pause, puis nous continuons avec notre édition. RPA. Il n'y a pas de véritable indépendance au Burundi sans liberté dans un pays extrêmement pauvre et dirigé par un parti unique. Propos de certains Burundais en exil à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Ce révisé ajoute qu'en ce jour, le peuple burundais mérite la véritable indépendance pour laquelle Rwagasore s'est battu. Suivez quelques révisés qui se sont entretenus avec la RPA. On voit bien que nous sommes dans un pays où chacun souhaite avoir un espace pour s'exprimer, même ceux qui sont à l'étranger ignorent la situation actuelle du pays. Un pays sans fierté, un pays sans dignité, où l'on n'a pas la liberté d'expression, que l'on soit au Burundi ou à l'extérieur. Nous aspirons tous à ce foyer de paix que Rwagasore voulait. Pour moi, cette date du 1er juillet me rappelle que nous avons déjà obtenu l'indépendance. Même si au Burundi, cette indépendance n'a duré qu'un court de temps avant de retomber sous une autre forme de colonisation. Car si l'on regarde aujourd'hui, le pays est dirigé par un seul parti. Il est confronté à des difficultés économiques, à des conflits politiques. Les gens sont opprimés, victimes de graves injustices, de famine. Le pays est en déclin. Il s'enfonce dans les bas-fonds du monde. Vraiment, nous aspirons à une vraie indépendance, car cette date nous rappelle une indépendance que nous n'avons jamais réellement vécue. Commémorer l'indépendance du Burundi en ce jour, beaucoup de Burundais sont désespérés d'héritage pour lequel le prince Louis Rwagasore s'est battu pour le pays jusqu'à en mourir n'est pas respecté. En revanche, ce qu'il aspirait à obtenir pour le pays n'a pas été réalisé, étant donné qu'il combattait les profiteurs, les voleurs et les bandits. Il luttait pour les droits de tout Burundais, la liberté de tous les Burundais. Contrairement à aujourd'hui, le pays est dirigé par des dictateurs. Les Burundais sont tués et contraints à fuir. Le gouvernement du Burundi s'est ridiculisé en allant à l'ONU demander que les massacres de 1972 soient reconnus comme un génocide contre les Hutus, en ignorant les différentes périodes de crise qui ont endeuillé le Burundi et les Burundais. Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi, affirme que le parti CNDD-FDD agit ainsi délibérément, car, explique-t-il, en évoquant d'autres périodes, certains seraient poursuivis par la justice à cause de leur implication dans des massacres. Suivez plutôt Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Il était invité de l'émission Ijambo Ligwawe de ce dernier dimanche. Aba bantu kubona bagenda muri Nations Unies bavuga bati twebwe twa. Ces personnes qui vont aux Nations Unies disent que nous ne pouvons pas qualifier de génocide ce qui s'est passé. Nulle part, que ce soit l'État ou d'autres Burundais qui évoquent ces crimes du passé, personne ne parle de crimes de guerre, personne ne parle de crimes contre l'humanité. Ce qui les préoccupe, c'est le génocide. Chacun sait que si ce crime est collé à tel, c'est en quelque sorte le disqualifier, l'éliminer de la course. C'est cette attitude que je veux dénoncer, car les Burundais, là où nous en sommes aujourd'hui, on dirait que nous avons abandonné le pays. Certains se disent que s'ils parviennent à coller ce crime à tel, il aurait le pays. Mais ce n'est pas le cas. Cette sévère d'Ondaïchalié, j'étais en train d'écouter Maniratanga Zéphirin devant les Nations Unies dire que pour eux, la CVR a déjà donné un nom à ces événements. Or, d'abord, c'est interdit parce que la CVR n'en a pas les prérogatives. Nous sommes donc venus chez vous, accepter ce que nous disons, examinez-le et donnez-lui un nom. Mais la question est de savoir pourquoi il ne parle que de 72 et jamais de 93. Est-ce que c'est parce que cela est déjà fini? Non, ce n'est pas encore reconnu par les Nations Unies.
La vraie question est pourquoi un État qui se dit représenter les Hutus, les Tutsis, les Batwa et les autres ne parle qu'au nom d'une seule ethnie. J'ai l'impression que c'est se défaire du voile qu'ils portaient. Ils auraient dû dire qu'ils ont enquêté sur 72, qu'ils ont enquêté sur 93 et même sur ce qui s'est passé en 1965, en 69 et qu'ils arrivent avec un dossier complet. Ils devraient dire qu'il y a eu des massacres, mais que ce n'est pas à eux d'en donner le nom, que c'est à l'ONU de le faire. Ce CNDD-FDD dont nous parlons, ce que fait le CNDD-FDD, c'est de bonne guerre, car chez eux, ils disent que s'ils sont découverts, ils seront arrêtés. Alors ils essaient toutes les ruses pour détourner les choses, pour que cela prenne la tournure qu'ils souhaitent et qu'ils restent protégés. Si tu sais que tu as tué et que même si tu es au pouvoir, on t'accuse de ceci et de cela, est-ce que tu aimerais que la vérité soit révélée et que tu sois arrêté? Voilà où se situe le problème. Aujourd'hui, ce qui devrait préoccuper les Burundais, Hutus et Tutsis ensemble, c'est de trouver comment voir un autre régime qui viendrait s'attaquer à ce problème afin que toute personne qui a commis des crimes, toute personne accusée d'avoir commis un génocide puisse être jugée équitablement, que l'enquête soit menée sans partialité dans un pays apaisé. Iyo enquête ikaza ikaba atanduru zirimo ziraba mu gihugu enquête igihugu gitekanye. C'était Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Le journaliste Bob Rugurika affirme également qu'au-delà de vouloir échapper à la justice, le CNDD-FDD insiste pour que les massacres de 1972 soient reconnus comme un génocide des Hutus afin de regagner le cœur des Burundais de l'ethnie Hutu qui l'oppriment et tuent depuis des années alors qu'ils prétendaient lutter pour leurs droits. Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, était lui aussi invité dans l'émission Ijambo Nigwao. Suivez. Le CNDD-FDD est un parti, est un mouvement qui affirmait vraiment que les Hutus étaient encore marginalisés au Burundi, que les Hutus n'avaient pas leurs droits et qu'il fallait aller se battre pour que la voix des Hutus soit entendue. C'est ce qu'ils prônaient. Et Dieu les a peut-être aidés, ils ont progressé, même s'ils ont tué des gens en combattant, mais ils ont continué à progresser jusqu'à accéder au pouvoir. Mais ce qu'ils ont fait ensuite est scandaleux. Ils ont tué des Hutus en masse, ils ont tué les membres du parti Hutu FNL. Aujourd'hui donc, le CNDD-FDD est en train de revenir chercher cette voix des Hutus après 20 ans de tuerie, après 20 ans d'oppression. C'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas avec comme slogan « Allons faire entendre aux Burundais que nous voulons faire reconnaître le génocide des Hutus ». C'est en fait une tentative désespérée du CNDD-FDD dans sa débâcle. Moi, j'appelle cela une débâcle politique. Cela veut dire que le CNDD-FDD est dans une impasse et il se dit qu'il faut au moins chercher quelque chose. Bon, je ne sais pas non plus ce qu'ils espèrent obtenir avec cette histoire de génocide. Cette même ONU que le CNDD-FDD a rejetée, c'est elle qui devrait venir nous aider en disant qu'en 72, il y a eu un génocide des Tutsis suivi des massacres massifs de Hutus, ou bien en disant qu'en 72, il y a eu des massacres des Tutsis suivis d'un génocide des Hutus. La CVR dont l'ONU parlait, c'est elle qui devait faire ce travail pour nous. Il existe des standards internationaux, il existe des critères internationaux juridiques qui sont utilisés pour qu'un événement soit qualifié de génocide, de massacre de masse ou de crime contre l'humanité, crime de guerre. Mais ce que je veux dire, c'est que le CNDD-FDD en réalité perd du temps. Mais ce ne sont pas des imbéciles complètement, car ils savent qu'ils essaient de tromper ces gens qui sont encore dans l'extrémisme ethnique, disant que ce sont les Hutus, c'est un Hutu qui est au pouvoir, que même s'il meurt, même si ses parentés sont tués et qu'ils sont tués par des Hutus, cela est acceptable. Voilà ce que le CNDD-FDD est en train de faire. C'était Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Ce souhait du régime CNDD-FDD que l'ONU reconnaisse que les massacres de 1972 constituent un génocide contre les Hutus est difficile à réaliser. L'experte en justice transitionnelle Janine Nahigombeye explique que la CVR
c'est-à-dire la commission Vérité et Réconciliation, ne remplit pas les conditions requises et de plus, le Burundi s'est déjà retiré des pays ayant ratifié la création de la Cour pénale internationale, CPI, qui est chargée de poursuivre les personnes accusées du génocide. Cependant, Janine Nahigombeye rappelle que les décisions de l'ONU sont souvent prises en fonction de certains intérêts. Suivez Janine Nahigombeye. Sévère yayi kubaho mugabo hakaba n'umugwi uvuga neza uti ikini ihonyabwoko. La CVR devrait être créée, mais aussi il devait être créée une commission internationale d'enquête ayant les prérogatives de qualifier de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité des massacres commis. Mais telle que la loi régissant la CVR est libellée, la CVR a les prérogatives de qualifier de génocide de crimes contre l'humanité. Je souligne bien selon la loi qui régit cette commission, mais ce n'est pas ce dont les Burundais s'étaient convenus. Selon la même loi aussi, la CVR est autorisée d'aller saisir l'ONU et réclamer qu'elle valide ses conclusions. Mais la CVR semble ignorer que le Burundi s'est retiré des pays ayant ratifié la création de la CPI. baravyikuyemwo bonyene buri wese nzi ingene severe ushobora kuza kandi bati tugira turabe alors que hariho ivyo Uburundi ndashaka. Jewe ico navuze n'ubuye ibintu vya mpuzamakungu CPI, Nations Unies. En ce qui est de ces organisations et mécanismes internationaux, les Nations Unies, la CPI, ne nous voilons pas la face. Leurs décisions sont toujours motivées par des intérêts quelconques. Nous ne savons pas les arguments du Burundi, de la CVR. Nous pouvons être surpris si demain l'ONU y accorde attention. Nous ne savons pas aussi ce que fait parallèlement la société civile et toutes les personnes qui réclament la reconnaissance du génocide de 93. Nous ne savons pas le degré d'influence de chacun. Mais selon mon analyse, oui, c'est difficile d'anticiper la décision de l'ONU, mais selon moi, personne n'ignore que la CVR ne répond pas aux critères internationaux de ce genre de commission, qu'elle ne répond pas aux ententes faites par les Burundais et que la commission internationale d'enquête n'a jamais été créée. L'ONU peut donc classer sans suite cette demande du Burundi. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur ce qui a été dit sur le rapport des experts des Nations Unies qui ont qualifié de génocide contre les Tutsis les massacres qui ont suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Spéculation vertigineuse des prix de boissons Brahoudi dans différentes localités du pays. À titre illustratif, en mairie de Bujumbura, le prix de l'Amstel a sextuplé. Côté consommateur, il demande au gouvernement de mettre fin à ce vol et honteux commis à l'endroit de la population. Rémine de la Gakura nous en dit plus. Les habitants de la ville de Bujumbura, ainsi que ceux vivant dans certaines provinces du pays qui se sont confiés à la RPA, expriment leur mécontentement face à la hausse excessive des prix des boissons de la Brahoudi. Selon eux, il n'existe plus une seule boisson locale vendue au prix fixé par l'État. Cet individu est un habitant de la mairie de Bujumbura qui témoigne. Il fut un temps où une bouteille d'Amstel coûtait 3500 francs. Aujourd'hui, difficile d'en trouver une à moins de 15 000 francs ou de 7 000 francs. Et dans certains endroits, elle peut même atteindre 20 000 francs. La bière Primus, qui se vendait autrefois à 2 500 francs, est maintenant introuvable en dessous de 5 000 ou 6 000 francs. Quant à la petite bouteille de bière connue sous le nom de Bajou, qui coûtait entre 1800 et 2000 francs, elle se vend aujourd'hui entre 3000 et 3500 francs. Ces citoyens s'indignent de cette hausse des prix opérée souvent sans que les autorités n'interviennent pour la stopper. Ce n'est pas normal que même un policier achète la Primus à 6 000 francs, un agent de documentation au même prix.
Donc, vous comprenez que le citoyen lambda n'a même pas son mot à dire. On ne comprend pas comment une boisson fabriquée ici chez nous devient un luxe. Demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour que les boissons de la Baroudi redeviennent accessibles. La situation se présente ainsi alors que le ministre de l'Intérieur, Mateni Nerete, avait déclaré qu'il y a quelques semaines qu'il avait ordonné tous les administratifs de surveiller que les prix des boissons Baroudi soient respectés par tous. La RPA n'a pas réussi à le joindre pour qu'il réagisse, de même que le responsable de l'usine Baroudi. Merci à Rémi Ndelagapura. Nous allons ensuite aborder à l'émission Au cœur de la société. RPA. Comme tous les mercredis, c'est maintenant la place au mini-magazine Au cœur de la société, une émission produite en synergie par les radios Inzamba, Gatekakawe, RPA, Idjibidjabanyagiougou et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous revenons sur la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans cette session, il a été remarqué que depuis la crise politique de 2015, les droits de l'homme au Burundi n'ont jamais connu d'amélioration, d'où l'on demande au gouvernement burundais d'autoriser l'ouverture des bureaux du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Pour la synergie des médias, la présentation est assurée par Digne Karondo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjibidjabanyagiougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le 16 du mois de juin, il se tient à Genève la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans cette session, qui se clôture le 9 juillet, le rapport sur l'évolution de la situation des droits de l'homme au Burundi a été présenté le 26 juin dernier. Mais que contient le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi? Quelle est la position de l'Union européenne quant à cette situation? Quelle aura été la réaction du gouvernement de Gitega? Qu'en est-il des défenseurs des droits humains au Burundi? La position des uns et des autres, c'est tout de suite dans ce mini-magazine qui vous sera présenté par Dean Kalondo. Depuis la crise liée au troisième mandat contesté de fait président Nkurunziza, le Burundi n'a jamais connu d'évolution en matière de respect des droits de l'homme. La situation est alarmante selon Fortuné Gaëtan Zongo, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le constat est préoccupant. En mai 2025, encore plus de 257 000 Burundais sont hors du pays. L'économie reste fragile, marquée par une inflation élevée, environ 40,9% en mars 2025. Des pénuries chroniques, notamment de carburant, et une crise foncière exacerbée par la mauvaise gouvernance. Par ailleurs, l'impunité reste un obstacle majeur pour la réconciliation. Peu d'enquêtes indépendantes ont été menées sur les allégations graves, notamment concernant les forces de sécurité et les Imbonerakure. La justice est instrumentalisée contre les opposants, les journalistes et les défenseurs des droits humains. Je suis également préoccupé par l'expoliation foncière abusive touchant des veuves, des orphelins ou des familles vulnérables. La presse indépendante est muselée. Des journalistes ont été régulièrement arrêtés ou contraints à l'exil. Pour Gaëtan Zongo, même les élections qui viennent de se dérouler ont été émaillées par des irrégularités sérieuses. J'ai observé un climat tendu autour du scrutin du 5 juin. Bien que le processus se soit déroulé sans violence ouverte, il a été marqué des tensions, des intimidations, une forte restriction de l'espace civique. Des irrégularités sérieuses ont été relevées par la mission d'observation de la Commission Justice et Paix et d'autres observations, notamment le bourrage des urnes, les votes multiples, les pressions sur les électeurs, les entraves aux observateurs. Le représentant de l'Union européenne dans ses travaux de la 59e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande au Burundi d'accepter de coopérer le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. L'Union européenne est également préoccupée par la nomination de la nouvelle CNIDH qui soulève de sérieux doutes quant à son indépendance. Il est fondamental que celle-ci puisse exercer son mandat sans interférence. Nous encourageons les autorités à envisager la réouverture du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme et à coopérer avec le rapporteur spécial en lui accordant l'autorisation d'effectuer une visite au Burundi.
La demande a été rejetée par l'ambassadrice Elsa Nkerabilori, la représentante permanente du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Pour elle, la mission n'a plus raison d'être. Au cours des sessions de juin et septembre dernier, l'argument principal avancé de proroger le mandat spécifique sur le Burundi pour une année supplémentaire par le porte-plume de la résolution concernée dans l'objectif de convaincre ce Conseil a invoqué l'année 2025 consacrée aux élections législatives et locales dans mon pays. En effet, selon les propos avancés par l'Union européenne, les conditions propices aux violations des droits humains étaient, semble-t-il, réunies, nécessitant d'enclencher une procédure précoce durant la période électorale et le Burundi mis sous surveillance. Qu'en est-il aujourd'hui, où nous venons d'achever dans un climat sécuritaire pacifique et une forte mobilisation de la population, des élections des députés et des conseils communaux, et que dans le même contexte, nous nous préparons aux élections sénatoriales et locales? Il nous semble encore une fois légitime de se demander la pertinence de ce mandat, de l'intérêt des pays qui en sont les initiateurs, de prétendre qu'il est opportun, en vertu de l'obligation, nous disent-ils, de prévenir les graves violations des droits de l'homme, d'atténuer le risque d'escalade des conflits, quand, une fois de plus, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans sa mise à jour annuelle, sillonnant les graves crises d'insécurité et de violation du droit international que notre monde traverse, et nous interpellant d'en avoir conscience et d'exercer le mandat alloué à ce Conseil, n'a en aucun cas fait mention du Burundi comme préoccupation. Ce Conseil cherche à se réinventer et réfléchit à la rationalisation de ses initiatives. Il est temps que ce mécanisme soit objectivement réévalué et qu'on revienne sur les fondamentaux de la résolution qui institue ce Conseil au regard du point 4 de son ordre du jour, censé se pencher sur les situations de réelle crise de violence des droits humains qui, dans l'urgence, requièrent de son attention. Armel Niyongere, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, trouve lui que le Burundi devrait coopérer avec le rapporteur spécial si vraiment il ne se rapproche de rien. Je me réjouis de la position claire de l'Union européenne qui demande au gouvernement burundais de permettre la visite des rapporteurs spéciaux. C'est une exigence normale pour un État membre de l'ONU qui affirme respecter les droits humains. Le refus catégorique des autorités burundaises d'accueillir le rapporteur spécial sur le Burundi ne fait qu'accentuer l'isolement et renforcer les soupçons sur des volontés réelles de collaborer. Quant à l'argument du représentant permanent du Burundi à Genève, selon lequel le rapporteur spécial sur le Burundi se baserait sur des données erronées, je trouve cela totalement infondé. Ces données proviennent des sources croisées et des victimes, des observateurs électoraux, des ONG, des institutions crédibles. Si le gouvernement pense qu'il y a des inexactitudes, qu'il ouvre les portes aux rapporteurs spéciaux sur le Burundi pour les clarifier sur place. Et voilà, c'est sur ces propos d'Armel Niyongere que nous clôturons le mini-magazine de ce mercredi 2 juillet 2025. Vous aurez entendu que la situation des droits de l'homme reste préoccupante au Burundi, bien que le gouvernement, lui, affirme qu'il n'y a pas péril à la demeure. À la présentation, vous étiez avec Digne Kalondo. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Digne Karondo. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA par la langue française. Ce mercredi 2 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nazoué. Passez de bons moments chez vous.